Salut à tous, on est au Portugal sous la pluie à Portimao avec deux fusées, la CBR 1000 RR, enfin celle-là c'est la SP, mais il y a la RR et la SP qui a beaucoup évolué pour 2024. On va voir que c'est dans le détail. Et la seconde fusée, c'est Freddy Forêt. C'est gentil. Moi je suis toujours gentil. Oh, c'est gentil. 3 fois champion du monde d'endurance. Ouais. Tu as gagné 2 fois les 24 heures du Mans avec une CBR 1000. C'est ça, avec celle-ci. Ah non, une fois avec celle-ci et une fois avec l'ancienne. Avec voilà, l'ancien modèle. Voilà. Donc c'est une moto que tu connais bien. Alors on va commencer par la détailler un petit peu. Qu'est-ce qui a évolué? C'est vraiment en interne une succession de petits détails qui ne paraissent pas comme ça. Ça fait très anodin, mais on a les ressorts de soupape. On a l'admission d'air, des pièces internes allégées, dont le vilebrequin, et c'est quand même pas rien. Et puis, quelque chose qui est vraiment nouveau sur des sportives, on a un double ride-by-wire. C'est quelque chose qui existe depuis longtemps en compétition. Avant, c'était assez mécanique. Maintenant, ça arrive d'origine sur les boîtiers des nouvelles motos. Voilà. En fait, comment ça fonctionne? C'est-à-dire qu'il y a 2 cylindres qui fonctionnent quasiment à plein et 2 autres qui fonctionnent quasiment pas. Pour justement adoucir la traction arrière, pour avoir un meilleur feeling à la poignée, parce qu'on a quand même 217 chevaux à passer, un couple qui est omniprésent, et Honda a travaillé particulièrement sur les moyens régimes. Alors moi j'aurais posé la question, comment ça se fait qu'avec un tel travail, on atteigne toujours la même puissance qu'avant, c'est-à-dire 217 chevaux? D'une part, en fait, c'est parce que la CBR est passée aux normes Euro 5, et d'autre part, l'ingénieur qui officie d'ailleurs sur la RCV m'expliquait que plus on travaille sur les mi-régimes, et plus la puissance maximum a tendance à baisser. Donc en fait, pour maintenir les 217 chevaux et avoir un moyen régime plus plein, plus dense, il a fallu changer énormément de pièces internes et adopter donc ce principe de double ride-by-wire. Et en effet, quand on roule sous la pluie, parce qu'on a roulé que sous la pluie, on s'en aperçoit. Bah, c'est ça. Et moi qui connaissais le premier modèle de cette CBR, c'est la première chose que je me suis rendu compte, c'est que j'ai dit tout de suite, attends, quand tu mets le filet, il y a quelque chose de nouveau. Je n'étais pas au courant. J'ai dit, je préfère monter sur la moto et essayer de découvrir ce qu'il y a de nouveau. Et j'ai senti tout de suite. Il y a aussi le braquet. C'est assez intéressant parce que quand on a fait la présentation de cette première CBR en 2020, c'est la démultiplication. Voilà. Tu te rappelles, c'est qu'on était au Qatar et on passait que la 4. Il y a 3 ans. Et aujourd'hui, on est à Portimao. La ligne droite est plus petite. Et sur le sec, en tout cas, quand moi j'ai roulé sur le sec, je passais la 6. Donc ça veut dire que c'est aussi beaucoup plus accessible. Honda, où est-ce qu'ils sont très forts, c'est qu'il y a énormément de puissance, mais à chaque fois que tu remontes sur cette moto, tu as l'impression que c'est facile. 217 chevaux, 201 kg pour la RR, 202 kg pour la SP, parce que la SP a les suspensions pilotées. C'est pour ça aussi qu'elle coûte 4 000 € plus cher que la RR. Et lui, il dit c'est facile. Non, quand je dis c'est facile, tu as vu quand on a roulé ensemble, c'était facile, t'as bien roulé. Donc ça veut dire que c'était une moto facile. Oh, c'est toi qui es gentil maintenant. T'as vu, on est gentil ensemble. Ouais. Bon, on va aller voir ça maintenant. On se retrouve juste après l'essai. Allez, je sors des stands avec la CBR 1000. Donc c'est la version SP à 26 749 €. Donc les suspensions Öhlins pilotées. Mais bref, c'est pas vraiment le problème aujourd'hui. Alors je suis désolé, c'est un essai un peu tronqué, puisqu'on est à Portimao au Portugal, un circuit avec un fort dénivelé, mais c'est détrempé. On a du bol là, il y a un petit rayon de soleil, mais c'est quand même pas l'idéal. Parce que la piste est toujours mouillée. Et on a quand même 217 chevaux sur le poignet. Un couple de dingue. Une moto qui est malgré tout très légère. Et je peux vous dire que quand on accélère, ça dépote seulement. Alors c'est cool sur la trace, ça sèche un peu, mais c'est quand même pas l'idéal. Donc Honda a travaillé sur un cadre un peu plus flex, un peu plus facile à mettre sur l'angle, ce dont on ne s'apercevra pas sur le mouillé évidemment. Malgré tout, elle reste très saine. La moto vire d'un bloc. On a un gros gommard de 200 à l'arrière. Alors évidemment, la mise sur l'angle du coup se fait un peu doucement, sans trop de vivacité. Là sur la bosse, ça lève un peu, mais elle se prend vraiment bien en main. Alors la position de conduite a changé, on a des repose-pieds un peu plus bas. En fait, elle a été prévue pour les un peu plus grands, on va dire 1m75, 1m80, 1m85. Je pense qu'au-delà d'un m 85, ça va être compliqué quand même.
Et on a toujours ce freinage incroyable, Brembo, Stylema, etc. Mais très progressif. Et je peux vous dire que sur le mouillé, c'est quand même super rassurant, ce genre de freinage. Mais ce genre de comportement, de participe aussi. Alors, les suspensions, évidemment, on les sent pas beaucoup travailler, mais on sent surtout les infos qu'elles donnent, parce que là, l'essence sur l'écoute d'auto, bon, un peu moins quand je vous parle, évidemment, mais ça fait du bruit, ça. On a vraiment un bon retour d'information. Alors, on a des pneus Pirelli, pneus pluie, hein, on n'a pas la montre d'origine. Et voilà, on attaque la ligne droite. Quand on freine, on est content que ce soit progressif. Alors, cette moto est assez facile. Et de mon souvenir, parce que je l'avais essayé au Qatar en 2020, la première CBR 1000 version de 217 chevaux, de mon souvenir, celle-ci en effet est un peu plus encline à rentrer dans un virage sans qu'on la force trop. Il est très plein et lui aussi en fait est très progressif. En fait, chez Honda, ils ont travaillé à rendre cette moto plus facile. C'est dur à dire quand même, hein, pour un monstre pareil, mais en tout cas plus intuitive, un petit peu moins brutale, non pas. Enfin si, en fait l'ancienne était un peu brutale. Faut être honnête, à un moment quand la puissance arrivait aux environs je me souviens de 8000 tours à peu près, c'était un peu costaud. Là c'est beaucoup plus en rondeur et c'est l'avantage du double ride-by-wire, mais aussi de l'allègement des pièces en mouvement. Et même sur le mouillé, on hésite un peu moins à accélérer. Alors c'est un peu idiot parce que ce matin on a commencé avec les 600, donc on a les repères de la 600. Évidemment ça n'a rien à voir. Hein. Mais avantage de rouler sur le mouillé, on se rend compte de la facilité de prise en main, de cette légère douceur accrue et bienvenue. Quand même, on est sur une moto qui fait 202 kg pour la version SP, 201 pour la version RR et 217 chevaux, le rapport poids-puissance de cinglé. Et malgré tout, ça va quoi. Enfin, genre, c'est pas un monstre, c'est un monstre si on roule fort, etc. Mais on peut aussi, et c'est ça la vraie bonne nouvelle, on peut rouler un peu en dedans, un peu en harmonie avec ce qu'on ressent. Et ça c'est vraiment cool. Bon alors Freddy, répète ce que tu as dit en introduction. Ça me fait trop plaisir. C'était joli. Comment t'as fait de la moto? T'étais bon? On aurait presque cru. Il faut quand même dire qu'au début, je voulais même pas te suivre sur le mouillé. Hein. T'étais trop à l'aise, je me suis dit, tu sais quoi, moi je suis là pour 10 jours, je veux rester sur mes roues, y a pas de souci. Cette séquence est historique. Si, tu remarqueras que j'ai fini la séance pour dire, t'as vu quand même. Ouais, non, voilà. Ouais, évidemment. Ouais. Quand même, tu vois, il y a une fierté, même si je suis plus pilote, j'ai une petite fierté qui reste trop loin. Ouais, enfin bon, vu mon âge, c'est vrai, t'es bon quand même. Ah, t'es aussi vieux que ça? Putain. Ah merde. On va parler de la moto? Ouais, allez, ouais. Je répète, là on a la version SP, donc qui est à 26 799 €, avec ses suspensions Öhlins pilotées. Franchement, on n'a pas pu voir vraiment le travail de suspension, si ce n'est qu'il y a vraiment un bon retour d'information, et ça c'est hyper important. On a parlé de la puissance, et c'est vrai, je le disais pendant l'embarqué, elle est beaucoup plus progressive qu'avant. On sent ce travail-là, même si, encore une fois, les conditions ne nous ont pas permis de le savoir. Mais il y a une chose dont on n'a pas trop parlé, c'est le cadre et les modifications de la partie-ci. Et ça, nous, on n'a pas pu vraiment le voir sur le mouillé. Toi, c'est la première chose que tu nous as dit hier quand on est arrivé. Tu as dit, c'est incroyable, en fait, comme il rentre plus facilement dans les virages. On va juste expliquer qu'en fait, ce nouveau cadre est 17% plus flexible. Attention, hein, c'est pas du chewing-gum, okay, mais c'est un cadre qui est un petit peu moins rigide qu'avant, autant en torsion qu'en flexibilité. Alors la différence est ténue, mais ce qui est vraiment important, c'est que même sur le mouillé, on le sent un tout petit peu. Toi, tu l'as senti plus vite. Et explique l'expérience dont tu parlais hier. Alors, le truc, c'est qu'on a roulé avec, pour faire toutes les vidéos, on a roulé avec la 2024. Et normalement, on devait avoir une 2022, enfin 2023 pour vous encadrer. Et donc, on a dû aller tester nos motos pour voir si tout était OK. Et c'est à partir de là qu'on s'est rendu compte que la 2024, en fait, moi, le premier, quand je regardais la moto, je dis, wow, il y a des changements, mais il n'y a pas grand-chose. Et en fait, c'est le premier, quand je suis monté sur la moto, je me suis dit, attends, mais la moto, c'est un camion.
Et là, on s'est rendu compte, la maniabilité, la moto qui tourne beaucoup mieux. On en a discuté aussi avec Mike, qui nous ont dit quand ils ont essayé la moto. Guillot, donc, qui est le pilote, voilà, et ils nous ont dit que ouais, même sur la moto d'endurance, la moto tourne beaucoup mieux grâce à cette flexibilité. Parce que, en fait, cette moto a toujours été super rigide. Quand on monte dessus, tu as vu, quand on monte dessus par rapport à la 600, on a tout de suite l'impression d'être sur une moto de course. Donc ça, c'est vraiment un problème. Et maintenant, grâce à ce nouveau cadre, cette rigidité en fait moindre. Voilà, c'est ça. Et je pense que ça va rendre la moto encore plus accessible. Parce qu'avant, elle était vraiment raide, il fallait se battre avec. Elle était extrêmement performante. Mais voilà, là, je pense que ça rend une moto plus accessible pour un petit peu tout le monde. Alors exactement. Bon, on pourrait dire, évidemment, Freddy Forêt, il est pilote Honda. Il ne va pas dire. Non, aujourd'hui, je suis plus pilote Honda. Malgré tout, voilà, il y a un bon passif. Non, c'est tout à fait, ça me semble tout à fait juste et honnête, parce que nous, on a pu l'expérimenter, alors tous les essayeurs de la presse moto, on a tous eu cette sensation de monter sur la CBR et puis de rentrer beaucoup plus facilement dans les virages qu'avant, parce qu'avant, c'était en effet une moto assez compliquée à piloter, parce qu'il y a cette puissance énorme, je répète, 217 chevaux, et puis cette partie cycle qui était un peu... qu'il fallait mettre en contrainte, qui était rigide, qui était fatigante aussi, et a priori, il l'est beaucoup moins. Évidemment, il faudra vérifier par nous-mêmes aussi tout ça, non pas qu'on ne fait pas confiance à Freddy, mais sur le sec. C'est bien commencé, mais là, tu finis, c'est une moto en fait qui prend une autre valeur, et notamment comparée à la concurrence. Alors la concurrence, c'est qui? C'est l'Aprilia RSV4, qui est à peu près à 21 000 €, avec un moteur vraiment super, mais avec une électronique qu'on a là sur la CBR, qui est vraiment beaucoup plus développée. On a 5 niveaux de power qui agissent autant sur le frein moteur, et ce double ride-by-wire, d'ailleurs, joue aussi sur le frein moteur, pas uniquement sur l'accélération. On a beaucoup plus de possibilités, parce qu'on peut aussi paramétrer par soi-même et le frein moteur, et le traction control, et le contrôle de wheelie, etc. Tout ça, c'est vraiment étoffé. Il y a eu un travail qui est assez impressionnant. Alors les ingénieurs disaient c'est 1 an et demi de travail, plus les essais derrière, de développement, pour quelque chose qui se voit pas. C'est ça. C'est Honda, de toute façon, ils vont comme ça. Tu as l'impression qu'il ne s'est rien passé, mais il y a plein de travail derrière. Voilà. Par rapport à une autre concurrente qui est la Ducati Panigale V4, qui est bien sûr une super moto, mais tout de suite beaucoup plus chère, on est à 26 000 €, ou une R1 qui, elle, est à peu près au même prix, mais pas aussi développée. En fait, là, la CBR est en train de se placer de manière assez maligne, avec une puissance qui est énorme. On doit être dans les 2-3 meilleures motos en termes de puissance. Utilisable. C'est surtout que la Honda, la facilité. Utilisable. Et en fait, ce qu'il faut retenir, c'est ça. C'est que la Honda, elle devient utilisable en moteur et utilisable aussi en partie cycle. Et c'est là-dessus qu'on va rester. On verra après, dans les comparatifs, dans les essais sur le sec, ce qu'elle fera en compétition aussi, si toutes ces évolutions seront payantes. Mais nous, on a pu le voir, malgré ces conditions précaires. Ceci dit, entre parenthèses, conditions précaires, parfois, ça révèle des petits défauts sur une moto. Et là, en fait, c'est l'inverse. Voilà, merci à tous de nous suivre. N'hésitez pas à commenter, à liker, à nous critiquer aussi. Allez-y. C'est facile, c'est facile. Et on se retrouve bientôt. Salut. Ciao. Mike, salut. On est à Portimao, Portugal. Et ça coule. C'est cool aussi, mais ça coule. Bon, c'est quoi tes 2-3 conseils pour rouler dans ces conditions-là sur le mouillé avec des CBR 600? Ouais, ça coule beaucoup là, mais bon, je pense que pour une première fois, il ne faut pas se mettre la pression, y aller tranquillement. Sous la pluie, en fait, plus on roule, plus les pneus vont chauffer, plus on va prendre un feeling agréable. Il faut se forcer à déhancher parce que quand c'est beaucoup mouillé ou que les conditions sont précaires, on est souvent crispé, donc au contraire, il faut essayer de relâcher encore plus, déhancher encore plus que d'habitude, quitte à avoir la moto droite, mais se forcer à être un peu plus mobile. Et voilà, et laisser les tours passer, et essayer de prendre de la confiance au fur et à mesure. Ce qu'il faut faire très attention, c'est quand on rentre au stand et qu'on repart, les pneus vont repartir plus frais. Donc c'est là où il faut éviter de se faire piéger, repartir plus vite que ce qu'on avait été parti au début, mais laisser le temps aux pneus de se mettre en chauffe et de prendre un rythme au fur et à mesure. Et juste une question, je crois qu'aujourd'hui, avec les antipatinages et tout, on craint moins l'accélération, on craint surtout le freinage. Comment tu freines sous la pluie? Comme je vous l'ai dit, en fait, il faut partir doucement, faire chauffer au début les pneus droits, bien freiner de plus en plus fort. Ah, mais les repères? Les repères, on ne va pas arriver et freiner le plus tard possible, mais vous allez... Normalement, les repères de freinage, ils sont légèrement plus tôt, mais ça dépend en fait, parce que quand on arrive plus doucement, on s'adapte toujours aux conditions qu'on a. En fait, on prend des repères au fur et à mesure, et au fur et à mesure des tours, on va essayer de freiner de plus en plus tard, de plus en plus fort. Sous la pluie, on sait qu'il faut essayer de bien freiner droit, on ne peut pas rentrer avec la même pression de frein que sur le sec dans les virages. Et il faut essayer de vite tourner la moto en fait. Plus les pneus vont chauffer, plus on va pouvoir mettre de l'angle, donc on va freiner fort droit. Et on va essayer de mettre beaucoup d'angle
sans trop de frein et après essayer de vite la relever pour pouvoir accélérer avec pas trop d'angle. Bah, les conseils d'un champion du monde, quoi. Voilà.